la science-fiction, avec son caractère subversif, son regard critique sur nos sociétés, ses institutions et ce lieu d'exploration et notamment des formes corporelles et identitaires. La SF contemporaine interroge profondément les stéréotypes qui collent au corps des femmes. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Des demoiselles pulpeuses des Pulps Magazine à l'héroïne guerrière en passant par la mutante jusqu'à la cyborg de Donna Haraway, la science-fiction est-elle un autre carcan ou bien l'arène d'une émancipation corporelle ? Utopial, la SF, tout feu, tout femme. Et bonjour Audrey Plenay. Bonjour. Vous êtes romancière et novelliste de science-fiction et la lauréate du prix Utopial 2023 pour votre roman Rossignol, paru aux éditions Le Bélial. Cléo Colomb, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Saclay en philosophie des techniques et sciences de l'information et de la communication. Et Hugo Bellagamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire du droit et des idées politiques, écrivain et essayiste de science-fiction et co-auteur notamment du Monde de Julia, paru en 2023 aux éditions de Nemos. Et bonjour les Utopiales, bonjour Nantes. Merci à vous d'être si nombreux ici à la Cité des Congrès. Alors comme chaque jour, vous pouvez nous suivre sur notre fil Twitter, sur notre compte @ScienceCQFD. Notre live tweet commence tout de suite et c'est Noémie Naguet de Saint-Vulfranc qui est aux manettes. Elle est ici et merci à Noémie. Alors pour le corps féminin, quelles sont les perspectives ouvertes par la SF ? Pour les cyborgs, est-il possible de coder d'autres manières d'être femme ? Et finalement, quels sont les nouveaux types de récits les plus libérateurs ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à toutes ces questions. On commence avec notre archive du jour et notre héroïne préférée, la bien nommée Ripley. Get away from her, you bitch! Come on! I'm always asked why I play strong women. On me demande toujours pourquoi je joue des rôles de femmes fortes. Et je me dis toujours que c'est une question bizarre parce que je joue des femmes et que les femmes sont fortes et qu'elles n'abandonnent pas. Vous savez pourquoi ? Nous ne pouvons pas, nous devons le faire. Vous savez, je pense que j'ai toujours eu un grand engouement, toujours respecté le travail et aimé le travail que je faisais. Parfois, je voulais en faire plus quand j'avais une carrière à bâtir. Et soudain, je pense qu'ils ont décidé quelque part que les femmes âgées pouvaient en fait jouer des personnages intéressants. Et ils ont donc commencé à écrire beaucoup de personnages de femmes âgées. Et soudain, nous avons cessé d'être une blague et une belle-mère. Et nous avons commencé à être de vraies personnes. Parce qu'en fait, une grande partie de notre public est composée de vraies personnes. Voilà la voix de l'actrice Sigourney Weaver en conférence de presse à la Biennale de Venise en août 2024. Alors cette figure de la femme guerrière, Audrey Plenay, c'est quelque chose qui est beaucoup traité dans le monde de la SF quand même depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Oui, c'est quelque chose qui apparaît parfois aux yeux des lecteurs et lectrices comme quelque chose de très récent, mais en fait on a beaucoup d'exemples. Alors là, Alien sur les films, mais dans la littérature c'est beaucoup plus ancien que ça, même si on a toujours dans certains schémas plus classiques qui sont présentés dans les romans ou dans les films ou les séries de SF, avec la femme qui va être plus la récompense du héros à la fin, ou juste l'intérêt amoureux, enfin le personnage qui est censé tomber amoureux du héros parce que c'est le héros. Mais voilà, on a quand même une grande tendance qui est assez ancienne au final sur ces femmes qui prennent d'autres rôles. Et voilà, je pense, j'ose espérer que maintenant ça choque moins. On va moins identifier une œuvre en disant waouh, vous vous rendez compte, c'est une femme, le personnage principal, c'est une femme, l'héroïne, c'est une femme qui trouve la solution, c'est une femme qui agit, c'est une femme guerrière. Voilà, j'espère qu'on va rester sur cette tendance moins étonnée. Cléo Colomb, vous aussi, votre réaction à l'écoute de ce témoignage de cette actrice mythique et iconique qui est Sigourney Weaver? Moi, ce que j'ai retenu dans l'extrait, c'est qu'elle dit tout le monde est surpris que je joue des femmes fortes, mais en fait, je joue des femmes. Voilà, et en fait, c'est ça, dans le fond. Qu'on soit une femme forte, une femme guerrière ou autre chose, un autre modèle, à la limite, peu importe, c'est déjà super qu'il y ait des femmes, et puis que les femmes, elles peuvent choisir... Enfin voilà, il y a toute une panoplie. Donc j'ai envie de dire, la femme guerrière, oui, c'est une manière d'être femme parmi d'autres, et je propose qu'on l'apprenne dans tout l'arsenal, dans toute la panoplie, mais qu'on fasse pas une focalisation là-dessus. Sans compter que, oui, il y a la femme forte qui peut jouer des rôles dans les intrigues, qui peut avoir un rôle principal, mais je me dis jusqu'où on va accepter la femme forte. Par exemple, une femme avec des muscles, on a eu les JO il n'y a pas longtemps,
les haltérophiles, il faut voir comment elles se font insulter sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc la femme forte, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines formes de force qu'on accepte et d'autres qu'on n'accepte pas encore? Je pense par exemple au corps musclé, par exemple. Hugo Bellagamba, votre réaction, vous ici, à l'écoute de cette archive? Alors en fait, pour compléter, moi je dirais que en fait, il y a toujours un problème d'assignation de rôle. En fait, c'est toujours cette idée que la femme, elle doit avoir un rôle encore plus significatif et encore plus désigné, enfin évident dans la narration que les hommes. En fait, si elle est forte, elle est plus forte que les hommes. Si elle est fragile, elle est plus fragile que les hommes. Et il y a ce problème finalement des stéréotypes. En fait, si on regarde dans l'histoire de la littérature de science-fiction, c'est très souvent quelque chose que l'on retrouve à chaque époque, même depuis les pulps. On parlait tout à l'heure des pulps, l'icône des pulps. Et même dans le cyberpunk, par exemple, on retrouve encore comme ça des assignations à des rôles. Et c'est très difficile d'en sortir. En fait, à tout prendre, je dirais que dans l'Antiquité, paradoxalement, dans la tragédie grecque, par exemple, s'il y a des assignations, elles sont quand même plus subtiles et plus complexes. Et que les rôles de grandes femmes, de femmes tragiques, par exemple, comme Antigone, ou comme Hécube, ou d'autres encore, eh bien, on les retrouve de façon un peu plus subtile, un peu plus construite culturellement. Et donc, il y a encore des progrès à faire. Moi, je dirais, même aujourd'hui, même avec toute une nouvelle génération d'autrices qui sont arrivées, même avec la complexification du genre, ça reste encore quelque chose à dépasser. Il y a encore en effet un peu de travail. J'évoquais dans cette introduction les pulp magazines. Ici, aux Utopiales, on voit une grande exposition. Je pense que c'est d'ailleurs la plus grande exposition depuis l'existence de ce festival, où on a beaucoup de représentations. Là encore, Audrey Plenay, je pense en l'occurrence par exemple aux représentations de Métal Hurlant, on voit qu'il y a des stéréotypes quand même, qu'il y a à peu près 2 classes de stéréotypes assez évidents. Oui, c'est vrai qu'on les voit encore, mais je trouve que maintenant ils sont presque présentés avec une certaine nostalgie en fait. On montre tel que c'était représenté il y a quelques décennies et qu'il y a un peu cette tolérance et cette ancienne représentation qu'il y a dans les pulps et que c'est un petit côté nostalgie, mais que c'est beaucoup moins posé comme une affirmation très forte, un projet politique de c'est comme ça que doivent être les femmes et c'est leur rôle. Je trouve que on est en train en fait de reposer un regard sur ce qui a été fait auparavant dans ces pulps, mais on peut aller même plus loin sur les premières même représentations Tarzan, Jane et compagnie. Et on est en train de les relire et de les revoir avec, je trouve, une certaine nostalgie un peu tendre, en les replaçant également dans leur époque. Et en affirmant qu'en revanche, aujourd'hui, on peut proposer d'autres choses. Hugo Bellagamba. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Audrey. En fait, les pulps, il y a une sorte de traçabilité du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on reprend les pulps, quand on les relit, quand on les redécouvre, aussi bien dans les couvertures que dans les textes, ils sont le témoignage d'une époque et ils sont le signe de la façon dont le monde s'est transformé, en fait. Donc ça ne veut pas dire que les pulps aujourd'hui sont illisibles ou inacceptables. Il faut les lire et les approcher comme le symbole et comme la trace d'une époque qui a disparu finalement et qui était une époque de la science-fiction. Et c'est ça qui est beau dans la science-fiction, c'est qu'en fait c'est une éponge culturelle. C'est-à-dire qu'à chaque époque, à chaque étape de l'évolution de notre société, des enjeux, des rapports entre les gens, entre les sexes, etc., eh bien la science-fiction est là pour donner cette trace. Et elle est souvent la première littérature à en parler au moment, par exemple, des grandes révolutions féministes des années 70-80. Eh bien, la science-fiction est au rendez-vous et les autrices de science-fiction, il ne faut pas croire qu'il y a des autrices de science-fiction maintenant. Il y a toujours eu des autrices de science-fiction, même si elles ont été parfois un peu invisibilisées ou écrasées dans l'ombre portée des hommes. Mais elles ont toujours été là et elles ont toujours été au rendez-vous de l'histoire et des changements sociaux. Et on verra plus précisément, plutôt en fin d'émission, comment justement la SF a été au cœur de l'histoire justement et de l'histoire des femmes, de leur représentation. Je reviens sur mes femmes guerrières. Cléo Colomb, il y a un essai que je trouve intéressant qui s'appelle Woman Warriors and Wonder Woman in Popular Culture en 99 de Sherry Innes, qui décrit la SF comme un outil de questionnement des modèles traditionnels qui permet de proposer des modèles alternatifs donc, mais elle conclut que la plupart des personnages féminins sont ambigus, qui remettent en question les stéréotypes de genre tout en les confirmant. Comme s'il y avait un paradoxe, une ambiguïté dans laquelle on n'arrivait jamais à se dépêtrer. Moi, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où il y a ambiguïté, ça devient intéressant. Donc, moi, ça me plaît beaucoup comme manière d'approcher. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des référentiels, des imaginaires qui sont les plus riches et les plus divers possibles. Et
Et l'ambiguïté, c'est très bien. Les frontières qui sont pas claires, les moments où on se questionne, les moments où on est dérangé, les moments où, voilà, depuis un autre monde, on arrive dans le nôtre, on re-questionne. Pour moi, c'est ça aussi le geste de la science-fiction. C'est effectivement créer du trouble, comme dirait Donna Haraway. Et c'est ça aussi qui est beau. Hugo Bellagamba. Oui, je disais justement tout à fait d'accord. En fait, c'est quand la science-fiction joue sur l'ambiguïté et joue sur les limites de l'idéologie, en fait, même ou du combat, qu'elle est intéressante. Je prends par exemple le roman Pollen de Joël Vintrebert. Ce roman n'est pas une ode au féminisme ou un triomphe idéologique du féminisme. C'est un questionnement sur les ambiguïtés, sur les limites, sur les contresens qu'il peut y avoir aussi. Et c'est toute la beauté de la science-fiction lorsqu'à la fois elle mène un combat et qu'en même temps elle joue sur ses ambiguïtés. Audrey Plenay. Ce qui est intéressant aussi dans certaines œuvres qu'on doit effectivement à chaque fois interroger, questionner quand il y a des personnages qui vont être dans l'ambiguïté, c'est qu'on peut avoir parfois des personnages qui sont féminins, qui sont des femmes fortes, des femmes guerrières, mais il faut bien voir dans l'œuvre en totalité si à la fin il n'y a pas parfois un retour sur le chemin traditionnel où voilà, des personnages qui peuvent au début paraître extrêmement émancipés, extrêmement forts, extrêmement leaders, retombent finalement dans les schémas traditionnels. Et ce que ça peut aussi faire passer un peu comme message, c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome Trinity de la saga Matrix et du personnage de Trinity dans Matrix. Même si c'est vraiment le nom a été donné par rapport à ce personnage, mais encore une fois, Matrix, c'est plein de différents messages et c'est une incroyable œuvre des sœurs Wachowski. Et le quatrième film aussi revient énormément sur ce qui avait été justement la trajectoire du personnage de Trinity. Mais le syndrome de Trinity, c'est qu'effectivement, on présente au début de l'œuvre une femme très forte, très émancipée, qui est plus forte que le héros, connaît plus de choses du monde du héros. Au début, elle le guide, d'ailleurs. C'est Trinity qui va chercher Neo, qui le guide, etc. Pour, au final, s'effacer, retourner dans un rôle de la femme amoureuse, retourner dans un rôle de la femme qui va être en soutien, mais le vrai héros de l'histoire, ça reste l'homme. Voilà. Donc les syndromes Trinity, qu'on peut voir dans plusieurs œuvres, dans plusieurs récits, c'est toujours délicat parce qu'au final, si on le fait pas, si on est dans un autre type de récit, comme dans certains romans young adult, où on a à la fin, l'héroïne qui est très forte, très émancipée et qui a des histoires amoureuses au cours de l'intrigue, et ben si à la fin elle finit pas avec le héros dans une relation exclusive, hétéronormée, etc., et peut-être y avoir une déception aussi. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on va rester dans une ambiguïté qui peut à un moment peut-être pas plaire parce qu'on est habitué au schéma aussi de ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants. Donc voilà, c'est très compliqué, mais on a plein de récits, heureusement, c'est très très riche et on peut avoir plein de trajectoires différentes d'héroïnes. En effet, ce syndrome Trinity qui nous fait sourire vis-à-vis justement de la femme guerrière, autre grand stéréotype quand même, impossible de ne pas penser à la femme utérus, entre guillemets, la femme génitrice qui est la femme comme corps-objet pour la reproduction, Audrey Plenay. Oui, alors en fait, en science-fiction, la science-fiction est une éponge culturelle, mais c'est aussi un lieu où on va extrapoler à l'extrême parfois des enjeux de notre société actuelle. Et la question du rôle de la femme dans la reproduction, dans la procréation, elle est réelle et aujourd'hui voilà, elle est le fait de certains enjeux, et en SF elle peut être vraiment extrapolée très loin. Donc on pense à La Servante écarlate par exemple, où la question, parce qu'il y a eu un effondrement écologique qui a amené à une certaine stérilité de l'humanité, on va réduire les droits des femmes pour les remettre dans ce rôle unique où on leur retire la certaine liberté de comment elles font des enfants et avec qui, etc. Donc la SF le travaille beaucoup. Il y a les questions également de tout ce qui peut être de l'ectogénèse, donc la procréation sans corps des femmes en fait. Quand on retire cet enjeu au corps des femmes, est-ce une véritable émancipation pour les femmes si on retire les difficultés, les affres de la grossesse, on va dire, ou au contraire, est-ce que si on leur retire cet enjeu-là, enfin cette particularité-là, quelque part, ça peut faciliter un certain effacement des femmes puisqu'on n'a plus besoin de prendre soin d'elles si de toute façon on n'a plus besoin d'elles pour se reproduire. Et cette thématique est aussi très très importante dans tout ce qui peut être les récits d'exploration spatiale et de comment on colonise et est-ce qu'on emmène, enfin quel nombre de femmes on emmène avec nous
etc. Et pour ça, j'attire l'attention sur le roman de Claire Garand, Paideia, qui a gagné le prix Julia Verlanger 2023, qui est aussi sur cette question de si on doit envoyer un certain nombre de femmes, en l'occurrence ici des petites filles, pour plus tard donner naissance à l'humanité future, parce que la Terre est inhabitable. Quelque part, c'est une obligation, ça devient une obligation, un devoir, et on retire le choix, tout simplement, d'avoir ou non des enfants, et comment, et avec qui, etc. Donc c'est très très fort en SF. Émanciper le corps des femmes de cette fonction reproductrice, comment la SF l'envisage-t-elle plus précisément, et dans quelle mesure le corps des femmes est-il un enjeu central dans les récits de la SF? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture et en direct des Utopiales à Nantes, le festival des science-fiction. Nous parlons de ce que la SF fait au corps des femmes, en compagnie d'Audrey Plenay, de Cléo Colomb, d'Hugo Bellagamba et du public du Palais des Congrès. On vient de parler d'un certain nombre de stéréotypes qui traversent la littérature et aussi notamment donc la science-fiction. Dans le genre de la SF, Hugo Bellagamba, le corps des femmes est un enjeu dans les dystopies. Et oui, c'est vrai que dans les dystopies, tout à l'heure on citait la Servante écarlate, où il y a un enjeu essentiel. C'est vrai que souvent dans les dystopies, dans les textes dystopiques, le contrôle des femmes, le contrôle du corps des femmes est un enjeu important, et aussi finalement dans un aspect d'abord utopique et puis ensuite qui devient dystopique. Je voudrais citer le travail de Françoise Daubonne, qui était une militante féministe, la fondatrice même d'un mouvement qui était l'écoféminisme, qui dans plusieurs de ses textes en fait décrit des mondes futurs où les hommes ont disparu, où les femmes ont pris le contrôle de leur corps, et cette utopie finalement au départ, qui est au départ une utopie, finalement se transforme en dystopie. Et donc cette dimension en fait de la séparation des sexes de façon définitive est problématique aussi par rapport aux représentations que nous avons des rapports hommes-femmes. Et aujourd'hui justement, dans la distinction que l'on fait entre le sexe et le genre, eh bien la science-fiction et les dystopies liées à la science-fiction sont très intéressantes pour ce plan-là en particulier. Audrey Plenay, pour poursuivre justement ce qu'on a commencé à amorcer en première partie d'émission sur ces romans qui abordent la fonction reproductrice du corps des femmes et qui en fait un cœur d'intrigue. Il y a un paquet d'exemples. Mais on peut quand même un peu peut-être revenir sur l'exemple que vous citiez, La Servante écarlate de Atwood. C'est peut-être un des exemples les plus criants sur les femmes génitrices, les femmes ventres, les femmes pondeuses. Oui, il y a la Servante écarlate, même si ce qui est intéressant sur la Servante écarlate, c'est que, comme je disais, l'enjeu, il vient avant tout de... En gros, on a remis comme responsabilité sur le corps des femmes quelque chose qui à la base n'était pas là, puisque c'était sur un effondrement écologique et qu'il se passe d'autres choses. Et puis on l'enrobe également. Il y a une servitude sexuelle, parce qu'il n'y a pas seulement, c'est pas de l'insémination artificielle qu'ils font. Il y a vraiment une relation sexuelle, donc qui les viole, puisque c'est non consenti par les Servantes écarlates. Il y a également, donc il y a les Servantes écarlates, mais il y a également les autres femmes qui sont les bleues, et donc qui sont les j'ai oublié leur nom, je suis désolée, mais les femmes qui sont donc les épouses en fait, et elles s'appellent les épouses d'ailleurs, voilà, ça m'est revenu. Donc les épouses qui sont elles épouses, mais pas dans une fonction reproductive, pas dans une fonction sexuelle avec le mari. Et puis il y a les vertes qui sont les femmes stériles en fait, et qui sont quasiment poussées sur des fonctions vraiment de bonne et juste d'entretien. Donc cette catégorisation des femmes dans la Servante écarlate, elle est intéressante, mais en fait, au final, le livre est vraiment sur les questions des Servantes écarlates, parce que ce qui leur arrive semble terrible, même si encore Margaret Atwood, en 84, quand elle a publié son roman, a bien dit qu'elle n'avait rien inventé. Elle est allée prendre des sévices et des choses qui étaient faites au corps des femmes de par le monde actuellement. Elle a juste regroupé ça, et ce qui choque, c'est qu'elle le met aux États-Unis dans un pays qui, a priori, n'était pas concerné.
jusqu'à maintenant. Et voilà, donc c'est ce décalage en fait géographique qui va choquer, mais elle dit bien qu'elle n'a rien inventé. Il y a d'autres romans qui abordent la question, et c'est rigolo parce qu'il y a la même catégorisation de couleurs. C'est dans Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Harburg, où il y a bien effectivement une crise de la fécondité humaine qui amène certaines femmes à pouvoir, par insémination artificielle, parce que c'est une société matriarcale et il y a très très peu d'hommes, avoir des enfants avec des grossesses qui souvent résultent en fausses couches, donc une fécondité qui est quand même assez basse. Et il y a également celles qui sont stériles, qui sont mises de côté et qui en fait vont avoir un autre rôle dans la société, contribuer autrement. Mais celles qui sont rouges, qui sont donc fécondes, elles sont vraiment remises à part. Voilà. Donc c'est rapidement cette sectorisation, cette catégorisation des femmes, elle se fait très vite à la moindre crise. Cléo Colomb, vous souhaitiez réagir? Oui, c'était pour parler aussi d'œuvres où on disait que juste les femmes existent sans avoir de rôle particulier. Là, c'est dramatisé à l'extrême, mais je pense au livre d'Ursula Le Guin, Les Dépossédés, où il y a des moments, il y a des personnages féminins et il leur arrive ce qui arrive aux femmes parfois, et en particulier il y a un moment où c'est pas sa femme mais la compagne de Chévec attend un bébé, et donc il y a le rapport à la grossesse là-dedans, et c'est un moment très intéressant parce que pour rappeler les dépossédés, donc il y a deux planètes, il y a la planète Anarès qui vit selon les préceptes du communisme libertaire, anarchiste, et c'est une planète assez aride. Et il y a Uras, où là on est plutôt dans un monde capitaliste avec plus de ressources. Et donc sur Anarès, on possède rien. On va même pas dire mon stylo, ça va être le stylo que j'utilise. Donc on refuse tout ce qui est pronom comme ça possessif. Et au moment où elle attend son bébé, elle parle de ça. Elle dit mais en fait la grossesse, c'est le moment où on se met à posséder. En fait, mon enfant, c'est mon enfant. Et là, je peux me transformer, presque, on pourrait aller me mettre sur Uras, parce que je me comporte comme une capitaliste, très possessive. Et elle parle des choses qu'elle vit, sur le rapport à ce que c'est d'avoir un enfant. Et je trouve que c'est aussi assez beau, parce que c'est ça aussi qui est libérateur, comme dans la SF. Il y a des choses qui arrivent aux femmes, normalement, avec juste des réflexions qui peuvent traverser les femmes dans leur vie de tous les jours, sans en faire un cas d'école, sans en faire non plus des énormités. En fait, ce qui me fait penser, la dimension, alors je sors un peu du côté littéraire, mais je vais parler un peu de la dimension anthropologique, juridique en fait, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. En fait, on remarque que la procréation... en tout cas de ce que je peux parler, on remarque que la procréation, c'est un enjeu toujours de domination en fait masculine, c'est-à-dire la femme procrée, donc l'homme doit la contrôler. Et en fait, le droit, pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires, a été le contrôle de la procréation. Alors par exemple, si on remonte à la Mésopotamie, au droit mésopotamien, évidemment l'avortement était fortement sanctionné, mais la procréation était fondamentale parce qu'elle était considérée comme un enjeu de la cité. C'est-à-dire un enjeu qui est faire un nouveau citoyen, faire un nouveau sujet, donc un nouveau soldat. Donc il n'est pas question que cet enjeu-là, social, politique, soit laissé à la liberté. D'où le contrôle juridique, etc. Et en fait, il faut que vous ayez conscience que même si aujourd'hui le droit protège les femmes, aujourd'hui le droit défend les droits des femmes, les ordonnances de protection, les mesures de lutte contre la violence, et notamment tous les droits fondamentaux des femmes liés justement au droit à l'avortement. Pendant des siècles, le droit a été une institutionnalisation du contrôle masculin sur la procréation. Et on le voit très bien, par exemple, dans le droit romain. Si vous regardez le droit romain, dans le droit romain, vous avez le mariage. Qu'est-ce que c'est? C'est le mari qui prend le contrôle de la femme. On dit le mariage cum manu, c'est littéralement, il met la main
sur son épouse et il va la contrôler, ça veut dire qu'il va la contrôler dans sa vie publique, dans sa vie sociale et dans la procréation qu'il attend de cette femme pour fonder la famille patriarcale. Et ça, voilà, c'est dur à déconstruire et la science-fiction le fait et depuis très longtemps. C'est pas depuis la nouvelle génération, ça fait des décennies déjà que les autrices et quelques auteurs de science-fiction aussi travaillent sur la déconstruction de ce modèle-là, qui est un modèle aussi social, anthropologique et aussi juridique. En tout cas, une autre illustration sur ce thème de la crise, de la fécondité humaine et sur le contrôle du ventre des femmes et de la procréation, c'est le roman Fragile de Nicolas Martin qui s'inscrit dans cette veine, dans cette dystopie politique. On est dans une France, dans un futur pas si lointain. Je vous propose une lecture, un extrait. Elle et les autres femmes furent déchargées puis placées et entravées dans des cellules individuelles capitonnées. Des équipes médicales passaient plusieurs fois par jour, d'abord pour réaliser un certain nombre de prélèvements, sanguins, buccaux, urinaires, vaginaux. Des examens invasifs. On lui rasa le pubis à blanc pour des questions d'hygiène. De temps à autre, elle était amenée, sanglée, dans des salles où on lui faisait subir des batteries d'examens gynécologiques et des séances d'imagerie. Échographie, électrocardiogramme, IRM, scanner. Cela dura quelques jours, peut-être un peu plus. Puis les injections débutèrent. La quantité de neuroleptiques dans son sang rendait impossible toute formulation d'une pensée critique ou contestataire. Elle dormait la plupart du temps. Des aides-soignantes venaient plusieurs fois par jour l'assister pour faire sa toilette, manger et pour lui administrer ses traitements oraux, vaginaux, intramusculaires et intraveineux. Elle était plutôt bien nourrie. Très rapidement, malgré le brouillard constant dans lequel elle évoluait, elle sentit que son corps était en train de changer. Fragile de Nicolas Martin, paru en août au Diable Vauvert. Cette dépossession du corps des femmes, Audrey Plenay, c'est évidemment un écho de ce qui se joue aujourd'hui avec la perte un peu partout du droit à l'IVG, par exemple. Oui, tout à fait. C'est vraiment, comme je disais, le prolongement en SF, on a le prolongement d'enjeux actuels. Et parfois, malheureusement, on a l'impression qu'on se fait un peu rattraper au final. Même, on parlait de la Servante écarlate. La Servante écarlate, il y a eu, on a pu, avec le recul du droit à l'IVG, avoir l'impression qu'on a s'approché de cette dystopie de 1984, avec même les personnes pour contester ce qui se passait aux États-Unis venaient dans le costume des servantes, donc avec la coiffe blanche et puis la longue robe rouge. Donc même ces codes-là, très visuels, parce qu'il y a eu la série aussi, revenaient et se coulaient de nouveau dans tout ce qui se passe également au niveau politique aujourd'hui. Donc oui, on a ces questions-là qui ont été vraiment vues en SF. Les questions, dès qu'on parle de réarmement démographique, on ne peut que penser sur est-ce qu'à un moment ce sera le devoir de procréer pour les femmes et qui nous sera retiré ces questions, enfin tout ce qui peut être de liberté et de droit. Et puis également sur des questions d'effondrement, notamment démographique, il y a actuellement des recherches qui sont faites, par exemple, pour justement avoir des utérus artificiels et pouvoir faire des enfants dans des utérus artificiels et que ce soit retiré, enfin que cette charge soit aussi retirée et cet enjeu soit retiré du corps des femmes. Mais alors, on pourrait voir quels seraient les impacts en termes de culture d'ovocytes. Donc ça laisse des projets très eugénistes. Et puis ensuite, peut-être les pays qui ont actuellement, qui ont du mal à être au-dessus du seuil de renouvellement des générations pourrait créer, je sais pas, 20 000, 30 000 pupilles de la nation pour créer des citoyens, des fonctionnaires dès la naissance, en fait, totalement dédiés au travail de l'État. Ce qui a été vu, par exemple, dans des romans assez anciens de SF comme Gurvan de P.J. Hérault, qu'on peut retrouver aux éditions Critiques, où en fait il y a eu une guerre stellaire et au lieu de faire appel à la conscription classique de personnes, de citoyens qui n'ont rien demandé, on va en fait faire naître toute une armée à partir pour le coup de cuves, donc de matrices artificielles, pour dire on épargne les enfants de la terre, on va créer nous-mêmes ces enfants, et donc il n'y a évidemment pas d'attache, pas de mère, pas de père, donc
pas d'autorité parentale pour s'opposer à certaines choses, et voilà, et c'est évacuer cette question. Donc en SF, on a ces exemples aussi. Un des plus connus, on a tout simplement Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui était déjà sur ça, où au final les personnages féminins vont presque trouver horrible d'être enceinte. Il y a un personnage qui se retrouve enceinte naturellement, et c'est un bouleversement complet, parce que c'était plus du tout une fonction qui était dévolue aux femmes, puisqu'on les faisait dans des cuves, et qui permettait également un meilleur contrôle génétique et épigénétique des embryons, et donc dans un projet eugéniste. Ouais, dans ce projet eugénisme où finalement, comme on disait aussi tout à l'heure, les femmes se retrouvent à être mises à l'écart, écartées. Vous venez d'évoquer l'effondrement démographique. Hugo Belagamba, moi ça me fait penser tout de suite, évidemment, la SF post-apocalyptique. Là encore, le corps des femmes est également un enjeu de ces récits-là. Et oui, parce que dans ces récits-là, il faut réinventer, il faut reconstruire l'humanité, et donc ça devient toujours le même enjeu. C'est-à-dire à partir de combien d'enfants on va pouvoir reconstruire l'humanité, et donc le rôle des femmes revient encore une fois sur ce rôle de procréation. Elles sont assignées à ce rôle-là, et on y revient même régulièrement, parce que quand on voit des récits post-apocalyptiques, même récents ou dans les séries, on revient sur ces enjeux-là qu'on voit régulièrement. Mais ce qui m'intéresse en fait aussi, c'est l'idée de libération en fait du corps des femmes, c'est-à-dire la possibilité par exemple de changer de sexe à volonté. C'est une idée que la science-fiction a explorée, notamment dans les années du cyberpunk. Dans le cyberpunk, quand on peut aller aussi migrer dans le monde virtuel, on peut devenir homme ou femme, on peut devenir tout ce que l'on souhaite. Et cette idée de plasticité des corps, c'est aussi cette idée que Donna Haraway mettait en avant à un moment donné dans le manifeste cyborg. Et je trouve que le transhumanisme, dont on parlera peut-être tout à l'heure, l'a capté en fait, et nous en prive en fait. Il faut bien se rappeler une chose, c'est que l'expérience du cyberpunk, c'est aussi une expérience de la liberté et de la libération du corps, puisque ce corps qui peut être à la fois un corps physique avec des prothèses, un corps cybernétisé, un corps transformé, un corps plastique, et puis aussi peut être un avatar virtuel, et dans ce cas-là on peut avoir non pas 1 mais 10, 100, 20 000 corps différents, et c'est aussi une façon de se libérer de cet inexorable retour du post-apo et de l'assignation au rôle de procréation. Cette assignation, je vais quand même y revenir avec vous, Audrey Penner, parce que dans la post-apo, c'est quand même un motif. Derrière ces récits-là, on a aussi la question du corps des femmes comme outil d'exploitation sexuelle. Les interactions sexuelles, c'est aussi ce qui se cache derrière les récits de post-apo, généralement. Oui, en fait... On a pas mal d'exemples, en tout cas, qui parlent de ces thématiques-là. Oui, tout à fait. En fait, au moment où il y a un effondrement civilisationnel, donc, et la structure du droit, et que les structures punitives, coercitives de police, de justice s'effondrent, dans beaucoup de récits. Alors... ça fait pas bon d'être une femme, en post-apo, en fait. Donc on a soit effectivement une exploitation sexuelle qui va être organisée avec un retour d'exploitation sexuelle donc de type prostitution, de traite, etc. Ou tout simplement que vous vous baladez et vous êtes une femme, un homme arrive et en fait il va... évidemment passer parfois sur des questions de viol, avec toujours la question de à quel moment ça arrive dans l'effondrement. Il y a par exemple, si vous lisez L'autoroute sauvage de Julia Bernanger, oui, il y a ces récits-là, mais on est loin sur un effondrement, on est déjà sur une seconde ou une troisième génération. Alors qu'il y avait d'autres récits, je me souviens de post-apo, qui s'appelle La théorie des dominos, je n'ai plus l'auteur, qui est vraiment sur les 3, 4, 5 premiers jours après... 2010, de Alex Caro en 2010, et l'effet domino. Voilà, c'était juste un effondrement par rapport à une indisponibilité du pétrole. Donc il y avait une grosse crise pétrolière, et c'est vrai qu'il y a une personnage féminine qui a du mal à rentrer chez elle parce qu'il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien, et au bout de 2 jours, hop, elle croise des hommes qui veulent la violer, et je me disais, est-ce que ça irait aussi vite en fait? Parce qu'il y a le droit qui protège, il y a l'organe de police, etc., de justice, mais bon, il y a quand même une morale en fait. Alors le droit qui implique la morale, et puis la morale qui nourrit le droit. Je ne sais pas, Hugo Belagamba, dans quel sens ça va, mais en fait voilà, est-ce qu'on pourrait avoir une société post-apo où on tomberait pas là-dedans tout de suite, et on pourrait éviter, ou en tout cas il y aurait quand même des structures. Mais c'est vrai que dès qu'on a un effondrement du droit, tout d'un coup on a l'impression que ça devient de nouveau très sauvage, et que le corps de la femme en pâtit immédiatement. Mais ça suggère comme s'il y avait quelque chose de latent dans la société finalement. Exactement. Avant de passer sur ces questions justement de transhumanisme, de manifeste cyborg, un peu d'optimisme, Hugo Belagamba.
La place des femmes dans des utopies. Comment... Alors j'allais répondre sur le droit en étant très pessimiste, mais je vais être très sage et je vais répondre sur l'utopie. Il y a quand même pas mal de femmes qui ont écrit des utopies, il y a pas mal d'utopies féministes, et il y a même quelques hommes, comme par exemple Charles Fourier, l'auteur des Phalanstères, qui ont aussi été des grands féministes. Mais si je devais en citer qu'une, je crois qu'il faut absolument parler de Christine de Pisan. En fait, Christine de Pisan écrit La Cité des Dames en 1405. C'est une intellectuelle et une lettrée du XVe siècle. Elle annonce déjà la Renaissance. Et Christine, dans cette cité allégorique, qui est quand même la première de toutes les utopies, c'est un siècle avant Thomas More. Alors c'est pas stricto sensu l'utopie puisque c'est lui qui invente le néologisme, mais c'est une cité qui n'existe pas. C'est une cité qui est peuplée entièrement de femmes. Les femmes sont littéralement les murs de la cité. C'est une très belle allégorie. Les femmes sont la cité elle-même, et justement elles ne sont pas réduites, ou en tout cas elles ne sont pas enfermées dans un rôle de procréation ou de répétition d'un modèle social. Elles le créent par délibération. C'est une cité aristotélicienne où les femmes discutent. Alors ces femmes qui elles sont, c'est des grandes reines, des grandes figures historiques, des figures intellectuelles. On a Blanche de Castille, la reine Sémiramis, et puis toutes les autres femmes. Et Christine le dit, elle dit à ses lectrices, elle dit cette cité, elle est pour vous. C'est une cité de la délibération, une cité où vous pouvez vous réunir et discuter et bâtir un modèle social à partir de vos échanges. Et je crois que c'est sans doute la plus belle de toutes les utopies positives, en tout cas, de l'histoire. Et on pourrait la rattacher à l'histoire de la science-fiction, puisque c'est bien une cité qui n'existe pas. Alors, on est quand même dans une cité allégorique où les femmes sont conceptualisées, comme vous dites, donc on est quand même encore loin de la libération du corps des femmes. Pour le corps des femmes, quelles sont les perspectives ouvertes par la SF? On répond à cette question après ce punk féministe. À Nantes, nous parlons de ce que la SF fait au corps des femmes en compagnie de nos 3 invités. Audrey Pléné, romancière, nouvelliste de science-fiction et lauréate du prix Utopial 2023. Avec Cléo Colomb, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Saclay en philosophie des techniques et sciences de l'information et de la communication. Et Hugo Bellagamba, maître de conférences en histoire du droit et des idées politiques, écrivain, essayiste de science-fiction également. On vient de naviguer entre différents stéréotypes, différentes représentations qui oscillent entre hypersexualisation et objectification du corps des femmes. Il y a aussi ce corps purement artificiel, Cléo Colomb, le robot. Le robot au féminin, comment ça se passe? Le robot au féminin, waouh. Alors, le robot, déjà il faut voir ce qu'on met dans robot. Qu'est-ce que c'est? Un être. Est-ce qu'on veut parler d'un être artificiel qui est une projection de l'humain auquel on a enlevé ce qu'on a jugé non nécessaire pour définir l'humanité? Enfin, je veux dire par là, est-ce que c'est un genre d'humain mais pas vivant, ou un humain qui souffre pas, ou voilà. Donc, faut voir toujours la question du robot, c'est qu'est-ce qu'on lui ajoute, qu'est-ce qu'on lui enlève, et qu'est-ce qu'on projette comme fantasme sur lui. Et les robots féminisés, il leur arrive souvent des choses pas très marrantes. Et surtout, en fait, c'est à la fois assez dur par rapport à ce que ça dit du rapport aux femmes, mais aussi de ce que ça dit c'est assez inintéressant de ce que ça dit aussi du rapport aux techniques. Parce que si je pense aux robots humanoïdes femelles qu'on viole à tout va, par exemple, parce que ça arrive quand même très souvent, rien n'est dit de la réalité concrète de ces pratiques. En fait, c'est pas si facile d'avoir des rapports sexuels avec un être artificiel. D'accord, les pratiquants, quand ils parlent de leur pratique, ils expliquent que c'est vraiment pas si simple. Il faut même une bête poupée, il faut en prendre soin. Il faut utiliser certains lubrifiants. Il y a des pratiques de nettoyage. Il y a plein de choses aussi à dire du rapport aux objets. Donc souvent, ce qui se passe avec le robot, c'est qu'à la fois on lui enlève ce qui est intéressant de la friction de l'être humain avec un objet technique. Donc là, la relation, elle est totalement appauvrie puisque ça devient juste un instrument et on ne dit rien de comment on rentre en relation avec cet objet technique. Donc c'est pas intéressant du point de vue de l'objet. Et puis après, si c'est censé représenter un corps féminin, c'est pas intéressant non plus puisque là, ça devient un objet mais au sens vide du terme, quoi. Audrey Pléné, justement, sur comment le mouvement cyberpunk qui s'est inspiré de cette figure de la femme cybernétisée, sexualisée, souvent les deux à la fois. Votre regard également sur cette littérature-là?
En fait, sur cette question, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on est obligé de sexualiser le robot? Est-ce qu'on est obligé de faire un robot femme ou un robot homme? Ne serait-ce que dans les attributs, mais également dans la voix, dans le ton de voix. Et c'est un peu c'est là où on heurte un peu la difficulté qu'on a de penser le neutre. Quel serait en fait le neutre si on veut pas avoir du féminin, du masculin? Sur les robots, quand on parle Asimov, il les sexualise. Ils ont des noms, des prénoms masculins. Ils sont même sexualisés puisqu'ils ont même des rapports sexuels avec les humains. Donc on sait pas, même quand on parle, alors c'est pas robot, mais c'est les IA, les voix. Il y a toute une réflexion sur quelle voix on donne, parce que la voix, c'est aussi le corps, hein, c'est le bruit qu'il fait. Si on voyait, si on donnait une voix féminine à certaines IA de domotique, enfin en tout cas aux appareils domotiques, on pouvait leur donner des tons un peu enfantins, un peu naïfs, un peu bébêtes. Et après, il y avait toute la question aussi où on pouvait dire des choses. Avant les premières versions d'Alexa, vous pouviez lui dire des blagues sexistes et elle rigolait en disant « Ah, vous êtes vraiment trop drôle !» Alors que maintenant, elle dit « Non, je ne peux pas accepter que vous insultiez, machin, parce que c'est sexiste, etc. » Donc, il y a eu des évolutions aussi sur ça. Il y avait la blague qui disait que les voix de GPS étaient plutôt féminines parce qu'on croyait plus quand une femme donnait les directions plutôt qu'un homme. Toutes ces genres de choses. Et dans le film Her, ce n'est qu'une voix en fait. Bon, c'est Scarlett Johansson, ok, mais ce n'est finalement qu'une voix. Et alors que c'est un programme informatique, c'est pas un robot dans son corps, mais ça reste un programme informatique. C'est tout de suite sexualisé, simplement par le timbre de voix. On a tous les stéréotypes, on l'imagine, on ne voit jamais le personnage, mais on l'imagine totalement, même dans les gestes qu'elle peut avoir avec le héros, simplement parce qu'on a toutes nos structures mentales, nos schémas en fait de pensée qui déboulent immédiatement, parce que c'est comme ça qu'on représente les personnages, féminins, masculins, et c'est très difficile de s'en extraire au final. Mais il y a quand même des exemples, alors j'en ai pas là tout de suite, de robots, de figures cybernétiques. Et puis il y a la question aussi, si on peut construire vraiment totalement un être, pourquoi rester sur un corps féminin tout simple? On pourrait rajouter extrêmement d'autres attributs et partir même sur d'autres expressions du corps ou de l'humanité ou autre. Hugo Bellagamba. On peut trouver quelques exemples, mais j'ai eu la chance de pouvoir y réfléchir pendant que je t'écoutais aussi. Il y a les intelligences artificielles de Anne Leckie, dont la justice de l'ancillaire notamment, qui sont non genrées. Et puis il y a les intelligences artificielles de Roland C. Wagner, dans son cycle qui s'appelle Gloria, et qui sont des Aya, qui sont justement des figures alors féminines genrées certes, mais qui n'ont pas du tout, qui sont pas dans les stéréotypes. Et ça on le trouve aussi, mais c'est vrai que ça reste plus rare et que de façon générale, et tu as cité Asimov, c'est archétypal pour le compte. Asimov, il n'y a quasiment pas de femmes du tout. D'ailleurs, à part Suzanne Calvin, qui est une roboticienne assez âgée et en réalité qui n'a pas vraiment de représentation, en tout cas sexualisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la technologie, en fait, ne résout absolument pas les biais genrés. En fait, elle les aggrave. Et c'est une chercheuse au MIT qui s'appelle Jessica Bateman, sur laquelle j'avais pu travailler dans le cadre d'un projet de conférence, qui dit ça. Il dit la technologie aggrave les biais genrés. C'est-à-dire que si on se remet à la technologie pour se sortir des biais genrés, en fait, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait. En fait, ce qu'il faudrait, c'est justement utiliser la technologie, mais en trouvant une nouvelle façon de l'utiliser pour sortir de ces genres différents. Et ça, pour l'instant, on l'a pas vraiment encore trouvé. Et même la science-fiction qui y travaille ne s'est pas encore complètement débarrassée de ça. Mais justement, à propos de biais genrés, de technologie, on pense évidemment au manifeste cyborg de Donna Haraway, qui a été écrit en 1984, qui développe ce concept de femme cyborg, qui fait du corps un enjeu de liberté pour les femmes. Et à la question qu'on lui pose en 2023 au micro sur France Inter, on lui pose la question: comment met-elle en lien féminisme et guerre techno? Voici ce qu'elle répond. C'était aussi une manière d'aller contre une tendance anti-science et anti-technologie à l'œuvre dans le féminisme, et d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas leur laisser la science et la technologie, que la science et la technologie étaient à nous. Montrer que démilitariser la science et la technologie faisait partie du travail. Parmi d'autres choses, c'était un travail du féminisme.
qu'il fallait faire ça en vue d'un monde moins violent, moins belliqueux, que c'était pour les femmes de toutes les couleurs et de partout, que c'était pour nous. Voilà la grande Donna Haraway. Au micro de Xavier Delaporte dans Le Code a changé, le 29 septembre 2023. Cléo Colomb, Donna Haraway, le manifeste cyborg, c'est un texte qui propose une expérience corporelle inédite. Oui, parce que le cyborg, effectivement, c'est très libérateur. Alors déjà, c'est sûr, parce qu'il y a l'introduction du rapport à la technologie, vu du point de vue des femmes. Donc d'un coup, on se sent à l'aise, on est légitimé de s'intéresser à ça. Mais surtout, c'est un manifeste au sens où ça rend manifeste. Ce que fait Donna Haraway, c'est de nous montrer à quel point, en fait, on n'est pas des êtres naturels. Il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas d'essence de la femme. Elle dit « je préfère être cyborg que déesse, je préfère être un cyborg qu'une projection, une muse pour les hommes ». Et en fait, où c'est libérateur, c'est que, voilà, elle nous dit oui, on est des mélanges d'organismes et de codage, donc il y a des imaginaires qui viennent nous coder, et donc il n'y a pas plus de nature féminine qu'il y a de nature de je ne sais quoi. On est des êtres hybrides, et c'est là où c'est libérateur, parce que si on nous a codé d'une certaine manière, on peut se recoder autrement. Et c'est ça qui est vraiment beau. Après, la figure du cyborg, elle a eu son temps. Elle a été obligée de la changer par la suite, mais à l'époque où elle l'a écrit, c'est ça pour moi le geste vraiment libérateur. Il n'y a pas de nature féminine, d'essence de la femme. On peut être plein de choses. Tout dépend comment on décide de se coder. C'est ça, elle bouscule, vous parliez justement des frontières tout à l'heure, elle bouscule le corps, esprit, nature, culture, féminin, masculin, c'est ce que permet la figure du cyborg dans le texte de Donna Haraway. Et bien alors, il y a aussi une autre citation, vous dites je préfère être cyborg que déesse. Il y a une citation que j'adore, la cyborg est l'hybride suprême, hybride entre femme réelle et un personnage de roman qui se superpose à elle pour la doter de 1000 nouvelles possibilités, dont celle fondamentale de faire éclater capitalisme, famille et patriarcat. Hugo Bellagamba. Ben oui, parce que le récit, c'est ce qui compte le plus. C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire quel récit je vais faire avec quelle technologie. La plasticité du cyborg, le fait de pouvoir se transformer, mais quelle histoire je raconte avec ça et quel but je poursuis, qu'est-ce que je veux montrer en réalité. Et finalement, c'est dans ce récit-là qui est le plus important. C'est ça que fait la science-fiction, c'est ça que Donna Haraway nous a légué. C'est que le féminisme, on peut le voir comme un combat de libération, comme un combat idéologique aussi, mais c'est quelle société derrière. La science-fiction, en dernière analyse, pour moi, c'est la littérature des sociétés. De quelle société, de quelle alternative on peut avoir. Et c'est le récit que nous allons faire de l'utilisation de ce cyborg, de cette liberté du cyborg, qui n'est ni naturelle ni artificielle, qui est un mélange des deux, un hybride. Et c'est ça dont on doit rêver, une société qui s'hybride elle-même et en s'hybridant se libère. Mais d'ailleurs, par la suite, Cléo Colomb, Haraway a lâché le concept de femme cyborg. Pourquoi ? Oui, alors parce que le cyborg, c'est devenu une figure qui est devenue en fait majoritaire, c'est-à-dire qu'elle ne véhiculait plus la puissance subversive qu'elle avait à l'époque où elle écrivait son texte. Et le cyborg, c'est devenu un peu un faux ami. C'est-à-dire que tout le monde pouvait dire super, je suis un cyborg, mais c'était devenu un concept très majoritaire, utilisé par les grandes industries et qui avait plus de pouvoir subversif. Donc après, elle a arrêté avec le cyborg, et le manifeste d'après, c'est le manifeste des espèces de compagnie, où elle prend le chien, mais le chien, pas le loup sauvage qui fait rêver des chasseurs de loups. On parle du chien, le chien qui fait du parcours d'agility, enfin le chien domestiqué. Elle le prend parce que en fait il prend le relais du cyborg à une époque où le cyborg ne fonctionnait plus, et le chien de compagnie, le toutou, impossible de se le réapproprier quelque part. Et ce qu'elle veut dire avec le chien, c'est qu'en fait c'est un compagnon et qu'on vit toujours avec des espèces de compagnie. C'est encore une manière pour elle de parler du brassage entre le vivant et le non-vivant, et donc c'est une culture du lien, de comment je me mets en relation avec
d'autres, que ce soit des imaginaires, des discours, des représentations, que ce soit des êtres vivants, parce que encore après les chiens, bon, il y a les araignées, il y a Cthulhu, enfin il y a d'autres choses, d'autres images qui sont là pour le coup, elle est critiquée plutôt l'anthropocène et elle va poser la question de comment on rentre en relation avec le vivant. Et comment on déconstruit cette grosse image de l'anthropocène qui est très centrée sur l'homme comme exclusion, comme exception de la chaîne de l'évolution. Et voilà, donc il faut garder ça en tête, c'est que c'est des concepts qui évoluent en fonction du contexte. Alors justement, comment ces concepts évoluent-ils avec la société, ces évolutions et ces révolutions, et comment la SF est-elle donc bien une éponge culturelle? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture et en direct des Utopiales à Nantes, en compagnie d'Audrey Plénet, de Cléo Colomb, d'Hugo Bellagamba et du public du Palais des Congrès, nous parlons du corps des femmes dans la SF et du corps comme objet d'expérimentation scientifique et science-fictionnelle. Hugo Bellagamba, comment justement la SF se transforme-t-elle avec les évolutions sociétales, les révolutions sexuelles, MeToo, le droit, on voit que dans ce côté-là, ça va pas très vite, mais la force de la SF, c'est quand même de pouvoir se saisir de concepts de ce type de façon assez rapide. Oui, le droit, il arrive toujours en dernier. C'est ça le problème. C'est que le droit est très très lâche en fait, et très très timide et très très prudent. Et il attend toujours le dernier moment pour attester d'un changement de société. Alors que la science-fiction, elle est plutôt à l'avant-garde. Elle est plutôt celle qui va annoncer, qui va mettre l'accent, mettre le focus sur ce qui est en train de se passer dans la société. Je dirais qu'en fait, la science-fiction, elle a deux fonctions qui se cumulent dans le meilleur des cas. D'un côté, elle est subversive. C'est-à-dire qu'elle provoque le changement. C'est-à-dire que lorsque la science-fiction est par exemple engagée sur le féminisme ou sur l'écologie, elle le fait très tôt, elle agit très tôt, elle le dit très tôt, très de façon presque exagérée, délibérément outrée, pas toujours crédible, mais pour marquer les esprits. Et puis l'autre côté, c'est que c'est comme c'est une éponge culturelle justement, elle va exprimer petit à petit et de façon plus douce, mais de façon plus constante, le changement de la société. Et là, eh bien, on le voit par exemple aujourd'hui dans les textes qui ont été cités, et notamment dans les textes les plus récents aujourd'hui qui paraissent, eh bien la science-fiction elle est plutôt de ce côté-là, elle est plutôt du côté j'atteste qu'une nouvelle société, enfin, sans risque, enfin il y a des risques toujours de retour à l'ancienne société, mais elle est enfin en train d'émerger, une société plus égalitaire, plus libre, non genrée, etc. Et c'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui dans la majorité des romans et des œuvres de science-fiction de la nouvelle génération. Mais la dimension subversive est toujours là, et je pense que c'est dans l'association des deux qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Oui, en effet, comme vous dites, on voit que la SF d'aujourd'hui est très marquée par tout ce qui est le courant écoféministe, qui est aussi très influencé par le mouvement solarpunk. Cléo Colomb, il y a aussi évidemment cette autrice qui est un grand nom de la SF, une figure intellectuelle qu'on a un peu évoquée tout au long de cette émission et sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu avant de quitter cette grande scène. C'est évidemment Ursula Le Guin. Elle a étudié la nature des structures sociales et leur représentation dans les récits de fiction et elle rédige cet essai qu'elle titre « La théorie de la fiction panier » en 1986. Je veux bien qu'on s'arrête justement sur cette théorie-là et ce qu'elle propose. Oui, alors c'est intéressant dans ce texte parce que elle va opposer, en tout cas créer un contraste entre les fictions flèches ou lances et les fictions paniers. Donc les fictions flèches ou lances, donc elle nous explique qu'à la préhistoire, on pouvait très bien survivre juste de la cueillette. On n'avait pas du tout besoin d'aller chasser le mammouth, mais et c'est assez drôle dans ce texte parce qu'elle dit quelques esprits qui s'ennuyaient avec eux-mêmes, qui n'avaient pas grand-chose à penser, sont partis chasser le mammouth, donc avec leurs flèches et quand ils reviennent au camp, en fait, c'est pas tellement la viande qui va changer la donne, c'est l'histoire qu'ils ont à raconter. Et c'est toujours une histoire avec des hommes qui prennent des objets techniques pour aller tuer des gens dehors. C'est toute la figure du héros où il y a une harmonie et puis ensuite il y a des péripéties, etc. Et il revient. Et elle dit, on a beaucoup de mal à se sortir de ce type de narration, de ce rapport à la technique, de ce rapport au récit et au héros. Et elle propose à l'inverse les fictions panier. Donc le panier, c'est vraiment tout l'inverse dans son texte. Elle dit la lance, c'est cet objet dur et long, voilà, là où le panier, c'est plutôt
l'utérus originel. Enfin, c'est le contenant, c'est les choses dans lesquelles on va mettre d'autres choses. Et elle dit, j'essaye de raconter ce type d'histoire. Donc, c'est des histoires où on essaye de se passer de la figure du héros, où on peut se dire, s'il n'y a pas de héros, qu'est-ce qu'on met? On met des gens, on va pas mettre du conflit, de la guerre, mais on va mettre des ruses, de la transformation, des métamorphoses. Donc elle essaye d'arriver avec d'autres types de récits. Comment, en tant qu'autrice, Audrey Plenay, vous regardez justement ces nouveaux récits de fiction et ces nouveaux formats possibles? Parce que tous vos personnages sont féminins. Oui, tous mes personnages sont féminins. Au début, j'écrivais aussi des personnages masculins, puis je me suis dit qu'ils étaient déjà écrits ailleurs, autrement et en quantité. Donc, j'étais pas, je pouvais aller faire que des personnages féminins. En fait, c'est effectivement très compliqué quand on est écrivaine et écrivain de devoir essayer de sortir des schémas habituels auxquels nous aussi, en tant que lectrice, lecteur, on a été qu'on a vu, on a été nourris de ça. Donc c'est constamment s'interroger et pas aller dans la facilité de faire des stéréotypes de personnages, même féminins, d'avoir la gentille, la méchante, la badass. J'aime aussi avoir des femmes méchantes, justement, parce qu'on parlait des différents rôles assignés aux femmes, et on a encore beaucoup, comme dans, vraiment l'héroïne badass ou l'intérêt romantique du héros, mais les méchantes. Et les méchantes, pas parce qu'elles ont eu une déception amoureuse, la vraie méchante, en fait. Et je trouve que des fois, les très 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 bons méchants, c'est toujours des hommes. J'aimerais bien avoir une très 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 bonne méchante. Donc voilà, c'est toujours s'interroger pour éviter de retomber dessus, puis essayer effectivement d'être sur tout différents types de fiction, éviter les syndromes Trinity, montrer la diversité des personnages féminins, les ressorts qui peuvent également être les leurs dans l'action, qui sont aussi importants, encore une fois. Qu'est-ce qui les meut justement dans leurs différents engagements, leur action dans l'intrigue. Et puis également essayer de montrer d'autres relations entre personnages. Moi, j'avais montré des relations bienveillantes entre deux personnages féminins. Et ça, c'est pas aussi quelque chose d'assez classique. Voilà. Donc, être aussi dans cette question de relations entre femmes. En tout cas, merci de nous avoir permis cette balade dans tout le répertoire SF et ses figures féminines. Je vous rappelle quand même, avant de lancer mon générique de fin, que vous êtes tous les trois présents durant toute la durée du festival, sur des rencontres, des signatures. Et pour prolonger l'écoute, je vous invite à vous plonger dans l'ouvrage d'Audrey Plenay Rossignol et celui d'Hugo Bellagamba, Le Monde de Julien. Merci à vous trois, merci à vous tous. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Alexandre Morales, Ali Ruher-Thompson, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui beaucoup de monde. Merci à Tahar Bouklifa, merci à Lucien Lefebvre, Martin Guénard, Francesca Fossati. Merci.